On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, Laurine apprend l'existence d'une arrière-grand-mère diabolique qui a traumatisé son père pendant son enfance. La crainte de descendre d'une personne mauvaise naît alors en elle. Ce n'est qu'une fois adulte qu'elle découvrira que tout ce qui est étrange et surnaturel n'est pas forcément mauvais. Cette histoire s'intitule Alphonse. J'ai grandi dans une famille que finalement, de mon point de vue d'enfant, je pensais pas vraiment ouvert en fait au paranormal. Et j'ai su du coup par la suite que oui, c'était le cas. Quand on était gamine, je me souviens avec mes copines à l'époque en primaire, on jouait au Witch, on jouait aussi à Charmed, enfin bref, on se visualisait comme étant des sorcières depuis notre toute petite enfance finalement. Et j'en garde un super souvenir. C'était vraiment rempli d'innocence et c'était super. Et un jour, je me souviens, en fait, je crois que c'est là où vraiment tout a commencé. Je dormais donc chez une de mes copines, dans un immeuble au 4e étage. J'arrivais pas du tout à dormir à ce moment-là. Et je me souviens qu'à un moment, je me suis réveillée. Je crois que de mémoire, elle était partie dormir avec sa mère. Enfin, je sais pas, mais je me suis retrouvée toute seule dans le lit. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais une fenêtre juste en face de moi, en face du lit. Et il y avait un arbre, un très grand arbre. Je crois qu'à l'époque, que c'était des cèdres. Et j'avais du mal à me rendormir. Et vraiment, je vois une silhouette enfantine qui illuminait vraiment dans le noir et qui, clairement, était en train de jouer dans l'arbre. Je le voyais descendre, monter, faire le cochon pendu. Enfin, c'était incroyable. Et je me souviens ne rien pouvoir faire et de me dire, waouh, je sais pas ce que je vois. C'était vraiment une silhouette toute petite. Elle était vraiment petite. Clairement, c'était un enfant. C'est sûr. Et il jouait devant moi et j'étais hypnotisée. C'était vraiment incroyable. Et je pense que c'est vraiment la première fois où j'ai eu un contact avec quelque chose de complètement inhabituel, du moins pour moi. J'ai pas vraiment cherché à comprendre finalement, je sais pas, ça m'a pas... Je sais que je ne dormais pas. J'étais vraiment consciente du moment, je savais que voilà, c'était là. Je me souviens plus si du coup je me suis endormie ou si ça s'est arrêté. Clairement, pour être honnête, je m'en souviens plus. Mais je sais que ouais, je me suis rendormie sans mal et j'en ai pas parlé d'ailleurs autour de moi, j'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai pas parlé à mon frère. Clairement, je garde ça pour moi. Et au fur et à mesure où je grandis, je vois mes parents et surtout j'écoute ce qui se dit dans les repas de famille ou entre amis, j'écoute. Quand on est gamin, on écoute tout. Et à partir de ce moment-là, je les entends parler de choses un peu étranges. Je me souviens, j'ai un souvenir lointain où ils étaient en train de discuter avec un couple d'amis. Et la femme du couple d'amis, je me souviens l'avoir entendu parler d'une de ses copines qui en gros a pris feu dans sa voiture, enfin quelque chose d'assez étrange comme ça. Et je me suis dit, waouh, peut-être c'est incroyable. Et j'ai posé des questions à mes parents. Et là, je sais pas, j'ai découvert un autre aspect de la personnalité de mon père surtout. Il se met à me parler de son arrière-grand-mère.
C'était une personne quand même assez néfaste. Quelqu'un de mauvais finalement, à tel point que moi je ne l'ai jamais vue, cette femme. Parce qu'en fait, à l'époque, cette grand-mère-là, elle était en froid du coup avec son gendre, donc avec mon grand-père. Et pour s'en prendre à mon grand-père, je pense qu'elle s'est attaquée à mon père pour pouvoir l'atteindre par la suite. Avant qu'il y ait quoi que ce soit de paranormal, mon père m'expliquait qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez lourd dans cette famille. En tant qu'enfant, il savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. À l'époque de Noël, surtout quand il y avait des échanges de cadeaux ou quoi, c'était toujours jamais dans la maison. Mon père ne comprenait pas pourquoi. Et c'était toujours au parking, c'était jamais dans la maison, c'était vraiment loin, il fallait pas rentrer dans cette maison-là. Mon père m'explique clairement qu'il a vécu les choses qui étaient pas vraiment normales. En gros, quasiment tous les soirs, toujours vers 17h, toujours, mon père était pris vraiment d'une crise de maux de crâne tellement énorme qu'il s'en tapait la tête contre les murs. Et c'était vraiment quelque chose où mon père était incontrôlable. Et il m'a même dit que pendant ces crises, donc il y avait sa grand-mère maternelle, mon grand-père et ma grand-mère qui le tenaient debout sur la table ou même attaché à une chaise pour pouvoir lui enfiler son pyjama, pour l'habiller, enfin pour faire quoi que ce soit avec lui, pour essayer de le calmer et le stabiliser quoi. Et ma grand-mère, quand elle voyait l'heure fatidique arriver, elle voulait emmener mon père loin de la maison et à ce moment-là, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Je prends un exemple, la poignée de porte en fait qui pète ou qui ne s'ouvre pas ou enfin il y avait toujours quelque chose qui. Et du coup, mon père m'expliquait aussi que à un moment, mes grands-parents avaient un oiseau en cage. Je pourrais pas te dire la race de l'oiseau, mais à un moment, à une de ces crises, l'oiseau en fait s'est retrouvé comme saisi, figé, et il est tombé en fait dans le fond de sa cage au moment où la crise arrivait, et il s'est relevé après la crise. Donc très bizarre. Comme ça, on croirait vraiment que c'est un scénario de film d'horreur ou tout ce que tu veux, mais ça le suit encore même aujourd'hui. Il en rêve la nuit et il la voit pas. En fait, il se retrouve chez lui, donc dans sa maison, à l'époque dans une campagne près du Havre, et il voit vraiment le couloir et au bout du couloir, pour tourner dans sa chambre, il faut aller tourner à gauche, au fond du couloir, et il l'entend hurler. Mais hurler tellement fort que en fait pour lui la seule manière de la faire partir c'est de hurler plus fort qu'elle. Et dans son cauchemar en fait il hurle. Et ma mère du coup l'entend. Ça la réveille et ça lui fait très très peur parce qu'elle me dit elle-même que c'est vraiment un son, une voix sortie d'outre-tombe en fait, un son vraiment guttural où mon père est littéralement en transe et a essayé de la faire partir quoi. C'est dingue. Je sais absolument pas comment elle est décédée. C'est vrai, je viens de me rendre compte à l'instant que je lui ai même pas demandé finalement parce que, enfin, je sais, c'est très bizarre. On paraît-il qu'ils ont retrouvé, voilà, des choses pas très nettes chez elle. Genre des cadavres d'animaux, des pochons, enfin des choses, des mélanges de plantes ou ouais, c'était. Elle faisait du vaudou quoi. Pour lui, ouais, c'est clairement de sa faute et encore, il a eu énormément de mal à m'en parler. J'ai dû lui tirer les verres du nez pour qu'il puisse du coup m'expliquer le cauchemar que je viens de raconter là à l'instant quoi. Alors c'est dingue de me dire que oui, dans ma famille finalement, si j'ai cet attrait, si je suis aussi et autant ouverte au paranormal, peut-être qu'une question de descendance là-dedans, mais d'un côté, je sais pas, ça me fait peur de me dire que je descends de quelqu'un de mauvais. Mais c'est pas pour autant que je continue en grandissant à me dire waouh, truc de ouf. Enfin, je vis ma vie pendant quelques années. Je grandis, j'ai mes histoires, j'ai mes amis, j'ai mes amours, enfin voilà. Et le paranormal, je mets ça un peu de côté. Mais voilà, en ayant en tête que effectivement, oui, ça existe. Quelques années plus tard, donc là on arrive je pense en 2017, on décide d'emménager ensemble avec mon conjoint dans un appartement près de Rouen. La ville c'est Elbeuf. On a vraiment eu le coup de cœur sur cet appartement-là. Il avait un cachet terrible. C'était une ancienne draperie qui a été réhabilitée en loft. Donc des lofts un petit peu sur le style industriel.
On savait que c'était ancien quand on rentrait dans la résidence, et une fois arrivé dans l'appartement, c'était vraiment quelque chose de très très moderne. Et donc c'était un appartement où au rez-de-chaussée, donc il y avait salle, salon, en arrière-plan il y avait la cuisine, et à côté de la cuisine, on avait du coup un espace salle de bain, toilette. Et juste en face de cette porte, on avait un escalier du coup en métal qui se divisait en deux. Et une partie desservait du coup la chambre à coucher, et l'autre partie desservait du coup la chambre d'amis, avec on avait un petit espace bureau à l'écart. Tout se passe très bien, rien à signaler dès le départ. Et je sais pas, ça faisait quelques mois qu'on était installés tous les deux. On avait à ce moment-là invité en fait un couple d'amis. Je me souviens qu'on prenait l'apéro, qu'on était posés, et voilà, tout se passait bien, une soirée des plus normales. Et j'avais posé mon parapluie, du coup, qui était fermé. Il était posé, en fait, sur le meuble à chaussures. Et je regardais dans le vide, j'écoutais mes potes parler, voilà. Et là, je vois clairement mon parapluie rouler et tomber tout seul du meuble. Et là, je me dis, wow, ça c'est pas normal. J'en parle à mes potes. Je leur dis, écoutez, il vient de se passer ça, c'est très bizarre. Bon, ils rigolent, ils me disent, ouais, bon, voilà, je sais même plus ce qu'ils ont dit sur le moment. Bon, bref. Mon conjoint, pareil, sur le coup, il ne tilte pas, il passe, quoi. Les jours passent. Et un jour, on regarde la télé, du coup, avec mon conjoint, David. Et j'avais posé mon sac au milieu de la table à manger. Et on regardait, je crois que c'était Harry Potter à ce moment-là, enfin bon. Et d'un coup, j'entends mon sac tomber. Alors, faut savoir qu'on a 2 chats, mais ils étaient pas sur la table, ils étaient à ce moment-là sur le canapé posés avec nous. Et donc, mon sac en plein milieu de la table à manger n'était pas du tout censé tomber tout seul, en fait. Il y avait rien, aucun facteur qui pouvait le faire tomber. Et là, à ce moment-là, je me dis, ouais, il y a un truc chelou quand même. Et donc, ça s'est passé sur plusieurs semaines. En fait, il y avait des moments où on était tranquille pendant quelques semaines, quelques mois, et il y a des moments où ça se passait quasiment tous les jours, même tous les 2 jours. Quand j'y repense, c'est incroyable. Et à un moment, je me souviens que j'étais seule. David était, je crois, en répète parce qu'il avait un groupe de musique à l'époque, et souvent c'était les mardis soirs, je crois, ou les mercredis soirs où j'étais toute seule, enfin bon bref. Et j'ai regardé du coup la télé avec mes 2 chats, encore une fois très important, mes chats ne me quittaient pas à ce moment-là. Ils étaient tout le temps avec moi de toute façon. À un moment, j'entends comme un bruit de drap. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait dans mon lit en fait. Ma chambre est en haut, la porte est ouverte, donc on entend forcément, et le loft était assez petit. Et je vois mes chats qui regardent tous les 2 en direction de la porte, quoi, de la chambre. Et là, je me dis non, il y a vraiment quelque chose. En haut, j'avais étendu mes draps, en fait, mes draps de lit. Donc, il y avait mon drap housse qui était étendu, du coup, juste en face de ma chambre. Et donc, je regarde donc cette fameuse porte. Et là, du blanc de l'œil, je vois mon drap housse tomber. Je monte, je le remets à sa place, bien où il était, sachant que je faisais tout le temps ça et il ne tombait jamais. Et là, je redescends. Et il retombe une 2e fois. Et petit aparté, mais j'ai su que du coup, dans cette draperie, il y a eu énormément de travailleurs, beaucoup d'ouvriers. C'était une ville en fait charnière dans tout ce qui était draperie, enfin par rapport au drap, par rapport à la literie. C'était très très riche et du coup donc on a gardé ce vestige-là pour refaire des appartements et voilà. Donc je pense que certaines conditions de travail étaient pas forcément au top. Et donc voilà, donc là je me souviens que j'avais envoyé des textos à David en me disant il se passe vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose, il faut que tu viennes, j'ai vraiment peur. Et en fait, finalement, c'est bête, mais plus les jours passaient, plus il y avait des phénomènes et plus je m'y faisais. C'était vraiment des phénomènes, du coup, complètement différents les uns des autres. Juste après ça, je me souviens, un matin, en fait, on avait un petit dressing, vraiment un petit coin dressing fermé par une porte, en fait, dans notre chambre. Et donc, un matin, David prend ses vêtements pour aller au travail, referme la porte du dressing, repart. Et là, j'entends clairement le bruit d'un grattement très très fort. Un grattement contre une porte. Et je me dis, il a dû laisser les chats enfermés dedans. C'est pas grave, je me lève, je bougonne un peu, j'ouvre la porte.
Il y avait rien. Absolument rien. Et là, je referme et je lui dis ouais, ok, je sais que t'es là, c'est cool, mais juste m'embête pas trop. J'avais peur, mais finalement, je lui parlais, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que je lui parlais. Et bizarrement, je m'imaginais dans ma tête que c'était un homme. Et ça, plusieurs de mes amis, du coup, peuvent en témoigner, mais je l'avais baptisé Alphonse. Je ne sais pas pourquoi, je l'imaginais vraiment un homme pas très vieux, très bizarre. C'était l'interprétation que je m'en faisais. Et donc il y a eu ça. Une fois, j'étais avec une de mes meilleures amies, on était en bas. Clairement, la porte en fait qui sépare l'espace jour de l'espace salle de bain s'ouvre toute seule devant nous. Il y avait aucun moyen de courant d'air. Ensuite, un matin, je me suis réveillée. Il y a eu un énorme boom juste à côté de moi. Vraiment un boom énorme à tel point que j'ai eu tellement peur, j'ai pas réussi à me rendormir par la suite. Je suis même descendue en disant là, il m'énerve vraiment. C'était pas méchant, mais je pense que c'était très... il voulait juste me faire savoir qu'il était là, en fait. Je lui parlais et je lui disais qu'il se calme, mais je sais pas comment je pourrais dire ça. Bah, je lui disais que je savais qu'il était là, que quelquefois il me faisait peur, mais qu'il aille doucement, qu'il me fasse comprendre qu'il était là, je conçois totalement, mais juste me fait pas peur, quoi. Et un jour, ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus eu de nouvelles de cet Alphonse, tout était redevenu calme. Et je me souviens, je redis à David, je dis tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles d'Alphonse. Bah, grossière erreur, en fait, parce que je crois, peut-être dans l'heure qui suivait, je prenais ma douche. Et là, l'ampoule de la salle de bain qui grille. Et donc, du coup, je hurle, parce que forcément, je me retrouve toute seule dans le noir. Et je me dis, il m'a entendu, c'est pas possible. Il a vraiment voulu me dire, mais non, je suis là, cocotte. Alors, certains parleront de coïncidence, mais non, je suis désolée, là, c'est trop gros, quoi. Une fois, un soir, c'était le 13 juillet au soir, donc on rentre du coup tard, donc le 14 juillet, donc c'était férié, très important à savoir pour la suite. On arrive et plus de courant dans l'appartement. Plus de courant, nous en panique, première fois que ça nous arrive en ménage de plus avoir de courant, alors tout de suite, waouh, on est en plein été, il fait chaud, bref, le frigo, la nourriture, enfin bon, bref. On panique et qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire aller sur internet et trouver des dépanneurs, là. Bon, on tombe sur des dépanneurs qui nous disent écoutez, on vient de Paris, on est là d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Bon, rien que ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Je travaillais le lendemain matin et David me dit écoute, c'est pas grave, tu dors. Moi, j'attends en bas. Je dis ok, pas de souci, pas de problème quoi. Je me souviens que j'essaye de m'endormir et je vois clairement, j'étais vraiment dans un état de semi-conscience très bizarre. Je vois sur le mur vraiment une forme, comment je pourrais dire ça ? On aurait cru en fait une sorte de mandala. Enfin, c'est très bizarre, une forme de cercle qui ressemblait vraiment à un mandala. Enfin, je sais pas, un signe. Et je me souviens leur fixer un peu du coup comme quand il y avait le fantôme au niveau de l'arbre. Et c'était pas possible qu'il y avait eu un rétroprojecteur ou à l'appartement d'en face ou quoi, parce que déjà la porte était fermée. Et en plus de ça, c'était très bizarre. Je veux dire, le Velux, c'était juste au-dessus de la forme. Donc, ça avait rien à voir, Et là, je m'endors. Trou noir. Et David me réveille. Quelques heures plus tard, il devait être 5h30, 6h du matin, en me disant, Laurine, je me suis endormie. Ils ont essayé de nous appeler. Ils nous ont appelés 30 fois. Ils étaient devant, en fait, la résidence. Ils se sont pointés, du coup. Je dis, c'est quand même bizarre. On s'est endormis tous les deux, Donc finalement, le lendemain, on les appelle. Trop gentils, en plus, on s'excuse. Eux, pas très contents. Finalement, ils sont venus et donc ils sont venus du coup pendant que j'étais en train de bosser et ils nous ont clairement soutiré de l'argent alors que il y avait pas autant quoi. Donc c'était clairement une arnaque. David était tout seul, ils étaient 3. Assez imposant. Ils ont chouré, ça on l'a su bien plus tard non dans la soirée parce qu'il y a une des voisines en face qui est venue en disant écoutez j'ai plus de courant, c'est bizarre. Et en fait ils ont pris un fusible en fait du compteur de la voisine qu'ils ont mis du coup dans le nôtre et basta. Mais ils nous ont quand même soutiré 900 €.
C'est allé loin dans le sens où je suis allée au service juridique de la ville à l'époque. Enfin, on a voulu porter plainte, la plainte a été refusée. Enfin, et en plus, le matin même, nous, on savait pas, c'est qu'il y avait une régie qui de base s'occupait de la résidence. La régie nous a appelés parce qu'on avait quand même fait une démarche au cas où. Ils nous ont appelés le matin pour nous dire qu'ils venaient, et moi, je leur ai dit non, vous en faites pas, il y a déjà du monde qui viennent. Et voilà. Et en fait, avec le recul, je sais pas. Je me dis peut-être que la forme qui est apparue sur le mur était peut-être un signe de protection. Je sais pas. C'est bizarre qu'on se soit endormis vraiment tous les deux. Pour moi, c'était comme une manière de nous protéger. Je sais pas. Je me dis que finalement, cet Alphonse-là, il est peut-être un peu chiant, mais je l'ai remercié finalement. Je me dis mais merci. On a été trop bêtes justement. On n'a pas compris. Ça m'a rassurée parce que c'est quelqu'un de bien. Un peu envahissant quelquefois, mais ça reste quelqu'un de bien qui a juste voulu en fait finalement nous protéger, je pense. Depuis ça, faut savoir que David s'est carrément ouvert au paranormal. Bon, je lui laisse pas trop le choix en même temps. Il est courant de tout, il est au courant du coup de l'histoire de ma grand-mère, il est au courant de pas mal de choses. Et là, avec ce qu'on a vécu du coup, il n'y a plus de doute. Après 3 ans dans notre appartement, le temps est venu pour nous de le quitter, car ça faisait un moment qu'on voulait acheter. Et donc on est tombé sur du coup une maison en campagne, près de Rouen, qui nous a tout de suite plu. Et je me souviens que les jours qui ont précédé le déménagement, j'étais contente parce que ça y est, c'est notre maison, elle est à nous, et c'est un nouveau chapitre qui allait commencer. Mais j'avais quand même ce goût amer, comme si j'allais quitter Alphonse du jour au lendemain, sans avoir vraiment eu le temps de le connaître, ni de le comprendre finalement. Je l'imaginais ou je le ressentais, nous regarder faire nos cartons, tout remballer et passer à autre chose. Le jour du déménagement, on était aidés par pas mal d'amis, et je me souviens que l'un d'entre eux avait fait allusion à Alphonse du genre « Eh, il va pas trop te manquer ton pote ? Tu crois qu'il va te suivre ou plutôt rester ici ?» Et ça, j'avoue que j'y ai beaucoup pensé. Par contre, je lui ai jamais dit de ne pas me suivre. Juste, je lui ai dit au revoir, avec la larme à l'œil de quitter cet appartement où j'ai vécu mes premières expériences paranormales, du moins inexpliquées, et où j'ai rencontré cette âme, cette entité qui avait tellement de choses à raconter, mais que finalement, j'ai pas pu ou su prendre le temps de connaître. Et ça, je pense que, c'est un regret que je porterai pendant pas mal de temps. Mais bon, il m'arrive de passer devant la résidence pour aller au boulot et j'ai toujours un regard sur l'appartement avec beaucoup de nostalgie, En ce qui concerne la maison, faut savoir que l'on a vraiment trouvé sur un coup de chance. On avait fait pas mal d'agences, on nous proposait des maisons qui nous intéressaient pas. Et là, on tombe sur une agence où clairement, l'agent immobilier nous dit qu'il n'a absolument rien à nous proposer. On s'apprêtait à partir et un de ses collègues rentre dans l'agence, entend notre conversation et nous dit qu'il vient à l'instant récupérer une maison d'une de ses collègues qui quittait cette même agence. Il venait tout juste de récupérer les clés en fait. Il nous fait voir les photos et clairement, on se dit qu'il y a quelque chose. Et on part dans la foulée la visiter. Enfin, c'était une maison en fait qui fait la fourche d'une petite rue d'un village en campagne, super mignonne avec un grand jardin qui fait tout le tour de la maison et un super cerisier magnifique. La maison est sur un sous-sol semi-enterré. Et en fait, pour accéder à la porte d'entrée, il faut qu'on monte un escalier en pavé. Concrètement, je dirais qu'on est vraiment sur le style des maisons Phoenix des années 70, si ça peut parler à certains. Et donc, pendant la visite, je remarque une odeur forte. Je la sens partout, en fait, dans toutes les pièces. Et bon, à l'heure d'aujourd'hui, clairement, il m'arrive de la sentir. Souvent. En fait, c'est pas souvent, c'est vraiment à certains moments de la journée. Enfin, c'est vraiment bizarre. Donc, je la sens partout et dans toutes les pièces, et sur le coup, j'y fais pas trop attention. Bref, la visite se passe, et clairement, on sait qu'on va faire une offre. En fait, la question se posait même pas. C'était pourtant la seule maison qu'on a visitée. On n'a pas eu d'autres modèles, on n'a pas eu d'autres comparaisons. Mais pour nous, c'était pas un hasard si l'agent immobilier nous a parlé de cette maison au moment où on allait partir. Et j'avoue, j'aime à penser, et c'est vrai, que c'est la maison qui nous a choisis. Les choses se sont concrétisées par la suite, parce que notre offre a été acceptée. On a signé le compromis tout début mars 2020, donc au tout début du Covid en fait. Et on a eu la remise des clés en juillet 2020. Et j'avoue que c'était un jour assez spécial. Et je crois que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. En fait, ce jour-là, ce sont les enfants des anciens proprios, donc décédés, qui nous ont donné les clés. Et vraiment, ces personnes-là portaient sur eux la tristesse et le deuil. Et ça, je l'ai vu quand on est arrivé dans la cuisine.
où sur la table se trouvait le portrait de leur maman décédée quelques années auparavant d'un accident de voiture, avec une autre photo de leur papa qui, lui, l'a suivi peu de temps après. Et à côté de ces photos se trouvaient des bougies, mais aussi des objets qui appartenaient à ce couple. Et je pense qu'on là, oui, on peut dire que on est sur un bel autel, quoi. J'ai trouvé ça beau et émouvant. Pour eux, c'était une page qui se tournait, et pour nous, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. J'accaparais les lieux, en fait, d'anciens occupants qui étaient encore finalement trop présents. Et donc, les jours passent, j'accouche, du coup, notre petite Evie arrive. Et puis au fur et à mesure, je ressens une présence masculine pour le coup. C'est très bizarre parce que je me fais encore la réflexion aujourd'hui, c'est bizarre, mais je ressens vraiment la présence masculine, pas féminine du couple. Pour moi, Alphonse était resté là-bas, c'est sûr, et l'énergie de toute façon était totalement différente, ça avait rien à voir. C'est forcément le proprio. Mais du coup, je vais savoir pourquoi par la suite, parce que c'est un peu de ma faute. On a un sous-sol complet. Et à chaque fois que je descendais du coup dans le sous-sol ou dans le garage, je me sentais observée. C'était vraiment quelque chose de très pesant, à tel point que du coup David a installé une porte entre la buanderie et la cave. Parce que quand je mettais mon linge dans le sèche-linge ou dans le lave-linge, je me sentais vraiment observée, j'étais pas seule. Et moi j'ai ce truc-là, depuis que je suis toute petite, où quand je me sens observée ou quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai mon oreille droite en fait qui... c'est très bizarre, mais ça se tend. Je pense que c'est un peu primitif comme réflexe. Et au fur et à mesure où on faisait les travaux, pour moi, ça me semblait naturel de demander l'avis à l'ancien propriétaire. Donc je l'appelais par son prénom, je lui disais « Mais alors, j'espère que ça te plaît » ou « Tiens, on a ça, est-ce que t'adhères ? Est-ce que t'adhères à l'idée ? Est-ce que... » Et finalement, j'aurais pas dû, quoi. Et donc, du coup, voilà, me vient l'idée d'aller à Fougeray. Parce que depuis pas mal de temps ça me trottait déjà dans la tête d'y aller, tout simplement parce que j'avais envie déjà de découvrir ce château. J'ai connu du coup le château de Fougeray grâce à YouTube, grâce à certains enquêteurs paranormaux que je peux suivre, et j'ai toujours voulu y aller, même au-delà de ce qui se passe là-bas vraiment en termes de château, d'histoire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toute petite. Et donc du coup je décide d'y aller à ce moment-là avec plusieurs couples d'amis, mon conjoint et son père. On était un groupe de 11. On y est passé un week-end et voilà, donc direction Fougeray. Donc tout se passe bien, la route se passe à merveille, on arrive devant le château, on est littéralement émerveillés. La propriétaire nous accueille, tout se passe bien, nous fait la visite des lieux, on choisit du coup nos chambres. C'est vraiment incroyable déjà à vivre parce qu'on ressent vraiment, enfin moi je ressentais vraiment tout ce qui se passait à l'intérieur de ce château. Je suis comme une éponge en fait. Chaque pièce a son histoire due en fait aux archives et chaque pièce a du coup une entité, une personnalité qui ressort d'après différents témoignages, d'après différentes archives. Je me souviens que dans cette chambre-là, on s'est tout de suite senti bien. C'est hyper bien décoré, c'est très très cosy. Alors il est dans son jus, mais il est quand même rénové. Il est magnifique. Je crois que y a vraiment pas de mots en fait pour le décrire. Donc on arrive, on nous appelle du coup pour l'apéritif, pour manger tous ensemble. Donc c'est là où on rencontre énormément de gens, c'est super. Il y a vraiment une ambiance familiale, conviviale, et c'est ça qu'on aime finalement quand on y va. Et juste après, la soirée est divisée du coup en plusieurs activités. Il y a des activités médiumniques, tout ce qui touche du coup à la Ouija, la numérologie, ressenti, où on est vraiment du coup plongé dans les pièces dans le noir et on attend, on demande. Il y a du coup des contacts médiumniques avec des médiums de renommée. Et nous, donc on était 5 dans notre groupe. Donc il y avait un couple d'amis, David et moi, et donc du coup son papa, à David, donc mon beau-père. On commence du coup à se diriger donc au niveau de la table de Ouija. On demande s'il y a quelqu'un qui voudrait se manifester à un des participants. Et là, la goutte se déplace vraiment vers moi. C'est-à-dire que même la propriétaire des fois ne touchait même pas la goutte. C'est incroyable vraiment ce qu'on a vécu. Je pense
pour la première fois vécu quelque chose d'aussi concret dans le domaine du paranormal à ce moment-là. Donc cette personne-là se décrit comme étant un homme de ma famille. Et moi, je cherche. Je me dis, waouh. Bon, déjà, j'étais persuadée de tomber sur ma grand-mère et je cherche et je me dis qui ça peut bien être finalement. Mon grand-père maternel, oui, peut-être j'étais proche de lui, mais je vois pas pourquoi, je cherche. Et donc, je demande du coup son prénom. Et là, la planche se met à sortir. Donc ça, c'est très très long quand la goutte se met à se diriger vraiment sur toutes les lettres. Elle se met à me dire « Cesse de te moquer ». Et je me souviendrai toute ma vie du regard de mon beau-père qui me regarde en me disant « Wow, t'avais raison en fait ». Ça, c'est incroyable. Et c'était très long. La goutte vraiment faisait toute la phrase « Cesse de te moquer ». Et là, je commence à avoir une sueur froide. Je me dis « Tiens, déjà, j'ai un contact à la Ouija et en plus, j'ai l'impression de me faire un petit peu gronder, quoi. Donc là, c'est pas cool. Et je m'excuse. Je lui dis « Mais vraiment, je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom ? Ou alors est-ce que je pourrais avoir un indice ?» Et là, la goutte se déplace et me dit « Garage ». Et là, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris de qui il s'agissait. Donc David me regarde et il comprend tout de suite. Et je demande si finalement il n'y a pas certaines de ses affaires qui sont dans mon garage. Et tout de suite, ça va vers le oui. Et là, je comprends. Et je me souviens qu'à partir de ce moment-là, la propriétaire demande « Oui, mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que vous vous manifestiez là auprès de Laurine ?» Il se met à me dire « Dialogue ». Et en fait, depuis le début que je suis arrivée, je lui parle et il s'est accroché à moi. Donc là, la propriétaire se met à rigoler et à me dire « Non, mais voilà, en même temps, vous entretenez le lien, vous aussi, enfin. » Et c'est vrai, finalement, peut-être que j'ai ouvert une porte. Je sais pas, peut-être qu'il a toujours été là ou alors je sais pas. Et là, je me suis sentie vraiment entourée d'amour à me dire que waouh, je lui parle et il est là. Il faut savoir que ma fille me parle souvent d'un monsieur qu'elle voit. Et du coup, ça a été plus fort que moi. J'ai demandé, mais est-ce que c'est vous que ma fille voit quelquefois ? Et la goutte va tout de suite sur le oui. Dans ces moments-là, c'est bête, mais on n'a pas vraiment le réflexe de demander, de poser. Pourtant, avec le recul, j'avais énormément de questions à poser. Et quand on se retrouve vraiment à discuter avec la personne en face, en sachant qu'il est décédé et que machin, enfin, c'est hyper impressionnant. et je me souviens que je savais même plus quoi lui poser, quoi, comme question. À part une seule question, et ça a été d'ailleurs la question de la fin. Depuis qu'on est arrivé, j'ai toujours gardé les vieux rideaux brodés avec des chats dans ma chambre. Comme si finalement je n'avais pas le droit de les retirer. Et donc je lui ai demandé. Je me suis dit c'est l'occasion rêvée en fait pour lui demander ça. Et je lui ai dit, mais du coup, est-ce que je peux quand même retirer les rideaux de la chambre ? Et là, la goutte s'est mise à faire non, mais d'une rapidité. Et j'ai tout de suite compris, je me suis dit, ok, c'est très bien. J'ai demandé à la propriétaire, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il se présente en tant que membre de ma famille ? C'est quand même quelque chose de fort. Et elle me dit que peut-être, oui, effectivement, je lui fais penser par rapport à mon taux vibratoire ou alors tout simplement à ma façon de vivre, à ma façon de me comporter, à mon caractère. Peut-être que je lui fais penser à, je sais pas, une de ses filles, une de ses sœurs, je sais absolument pas. Et c'est marrant parce qu'en rentrant, j'ai vraiment eu cette sensation de retrouver comme quelqu'un de ma famille. Là, pour moi, c'était concret. Pour moi, oui, c'est quelqu'un de bien, c'est absolument... Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même pendant les séances de Ouija, c'est quelqu'un qui veille sur nous. Et il y a pas si longtemps que ça, je me souviens, j'étais dans la cuisine et j'entends Evie, ma fille, dire donc à l'autre bout du couloir dans sa chambre, coucou. Alors elle me le décrit pas. Je lui demande à quoi il ressemble, et elle peut pas me dire. En même temps, elle a que 3 ans, mais quand elle sera plus grande, en tout cas, j'ai hâte. Je vais lui poser des questions, je vais lui demander, je pense d'ici, peut-être à ses 5-6 ans, d'ici 2 ou 3 ans, avant qu'elle ne voit plus rien. Mais je sais que c'est bienveillant, il y a des petits clins d'œil, il y a des fois... il met un petit peu son grain de sel. Un de nos amis, à l'époque, nous avait offert une boîte de chocolat mon chéri. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne mange pas, mais bon, on gardait quand même dans la cuisine au cas où on avait des invités qui en mangeraient. Et un jour, avec David, on a une petite dispute. Et on entend un gros boom dans la cuisine. Et en fait, c'était la boîte de mon chéri qui était par terre. Elle était tombée. Et en fait, le fait que... alors, elle était au-dessus du frigo. Les chats ne vont jamais au-dessus du frigo. Et quel intérêt, en fait, ils auraient de faire... Enfin, bref, je sais pas. Mais en gros, ce que je retiens, c'est que c'est la symbolique de se dire qu'on se dispute. Et c'est la boîte de mon chéri qui est tombée.
Je dirais que c'est vraiment les choses principales que j'ai pu vivre dans cette maison. On est bien entouré, on a beaucoup d'amis. Je sais qu'il y en a qui n'y croient absolument pas. Mais ils sont adorables parce qu'ils nous posent quand même les questions. Ils veulent savoir quand même, mais on ressent quand même une certaine réticence à tout ça. Mais déjà, voilà, je les remercie de nous écouter et de vouloir savoir aussi. Voilà, c'est pas forcément évident, mais non. Pour moi, je m'en cache pas. Il n'y a pas de tabou. Pour moi, il y a clairement quelque chose après la mort, c'est sûr, en fait. C'est indéniable. Avec tout ce que j'ai vécu, tout ce qui se passe, c'est pas possible de se dire qu'il y a rien après. Et je nous trouve, nous, chanceux de vivre ce genre de choses. Faut pas en avoir peur, finalement, en fait. Pour moi, c'est que de la bienveillance. Alors après, attention, ça dépend, mais faut toujours un minimum se protéger. Mais pour moi, là, de ce que j'ai pu vivre, tout n'est que bienveillance, en fait. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.